Est-ce que Novo Nordisk est intéressant au cours actuel? C'est la question à laquelle on va répondre dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche pour avoir les notifications. On commence tout de suite avec Novo Nordisk. Donc, le laboratoire danois qui a bien décroché depuis quelques trimestres. Alors, j'ai pas suivi l'actualité, mais il me semble que c'est lié aux médicaments sur l'anti-obésité. On est sur un cours qui a baissé quand même, qui a été divisé par deux, hein, avec un PDG qui a démissionné, les mémoires. Bon, est-ce que c'est le moment de s'y intéresser? On regarde ça. Croissance du chiffre d'affaires en médiane, c'est 10%, mais une forte accélération depuis 2022. On est toujours en forte hausse, hein, 25% en 2024. Est-ce qu'on a les chiffres au dernier trimestre? Oui, on l'a. Donc on est à 24 en glissement annualisé sur mars 2025, sur les 12 derniers mois glissants. Donc c'est pas mal quand même, hein. Alors, en termes d'acquisition, je sais pas trop, combien vaut la couronne danoise par rapport au dollar US. Bon, en tout cas, on a un peu d'acquisition, de la croissance, externe, mais je pense que c'est pas significatif au vu de la market cap de l'entreprise. Donc c'est surtout de la croissance organique. Pas mal quand même, hein. Et taux de marge, pricing power, de fou, hein, donc 85% de taux de marge brute, évidemment. Taux de marge d'EBITDA en hausse assez intéressante, hein, assez forte. Donc là, c'est une boîte qualitative, hein. Elle arrive à améliorer son levier son levier opérationnel lui permet de faire croître la marge d'EBITDA, donc c'est excellent. Le taux de marge net ne suit pas, par contre, dommage. Est-ce que c'est la même chose pour les free cash flow? Non, ils sont plus bas. Bon, on aurait aimé que le taux de marge net suive le taux de marge d'EBITDA, donc peut-être que c'est lié à de la dette ou alors de l'exceptionnel, à voir sur les prochaines publications. Mais ce qu'on voit ici, là, cette hausse du taux de marge d'EBITDA, déjà, ça me montre que c'est qualitatif en termes de gestion des opérations, en tout cas. Très bon dossier de ce point de vue-là. Conversion des bénéfices nets en free cash flow. Hop, équivalence à peu près, excellent. Donc on arrive bien à convertir les bénéfices nets en free cash flow. Est-ce qu'ils arrivent, à améliorer leur BFR? Est-ce qu'ils sont à BFR négatif? Hop, oui, pour 80 milliards de couronnes danoises, donc excellent. Et est-ce que ça s'améliore de plus en plus? Oui. Donc ils se font de plus en plus financer leurs activités par les clients. Donc très bon, hein. Est-ce que ça se fait au détriment de dépenses en capital? Non. Dépenses en capital massives, mais on doit avoir du other cash item, on en a aussi, ouais. Donc bon. Toujours est-il qu'on peut utiliser le PER pour valoriser l'entreprise si elle n'est pas endettée. Allez, on va continuer avec le rendement des capitaux investis. Alors, en médiane de 72%, 73%, c'est intriguant comme niveau quand même. Là, on plonge à 47%. Mais attends, c'est des niveaux tellement élevés que c'est un peu douteux, hein. Je me demande comment c'est obtenu cette rentabilité. En termes de rendement des fonds propres, 88%. Bof, monstrueux. À voir, hein. Je pense qu'il y a des rachats d'actions, on va les voir. Endettement du groupe. Ouh, la dette a monté là quand même. Non, en fait, c'est un effet d'optique, hein. On est à 0,5 fois l'EBITDA, mais on était cash net auparavant. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils ont fait une acquisition? Il faut aller voir. En tout cas, ça reste rien, hein, comme niveau d'endettement. Dans 2-3 trimestres, ils vont repasser cash net sans problème. La rémunération de l'actionnaire maintenant, hop, on est sur un rendement d'actionnaire à 3,5, ce qui est quand même intéressant à ce niveau, hein. Avec un dividende qui représente quand même une bonne proportion, pardon, des free cash flow. Mais allez, on va dire qu'on est, à 55-60% de free cash flow. Donc on est quand même, serein avec ces niveaux de distribution. Il y avait des rachats d'actions assez massifs depuis, 10 ans, et là, on voit que ça a ralenti quand même depuis quelques temps. Depuis mai 2024, c'est flat, hein, il n'y a plus de rachat d'actions. Un petit peu, on va dire, mais rien de significatif. Après, bon, il y a quand même une bonne partie des free cash flow qui sont mangés en dividendes, donc ils ont peut-être augmenté les dividendes plus que les rachats d'actions. Ouais, ce qui est un peu dommage, c'est plus efficient fiscalement de racheter des actions évidemment, mais bon, à 3,5%, c'est pas si mal que ça, hein, le rendement d'actionnaire. La valorisation, on a peu de dettes, mais on va regarder les deux, hein. 2 multiples, enfin 3 multiples. On va regarder la VE sur EBITDA. D'habitude, on serait à 17,8 fois l'EBITDA des 12 derniers mois, alors qu'actuellement, on est à 13 fois la VE sur EBITDA. Donc, décote quand même, hein. On est au niveau de multiples de 2018. C'était avant toutes les histoires sur, l'or anti-obésité. Donc, ouais, peut-être intéressant, hein. On regarde dans le price earnings ce qui se passe. On a 18,9 pour une boîte de croissance, c'est pas très élevé, contre une médiane de 26,3. Donc on vient au niveau de, pareil, 2018, hein, en termes de valorisation. Bon, et ben, Novo Nordisk, si vous vous autorisez à investir dans les pharma,
ce qui n'est pas mon cas. Je pense que c'est une opportunité à ce cours-là. C'est une opportunité pour la mettre en watchlist et aller creuser de votre côté, évidemment. Ce n'est pas un conseil en investissement. En tout cas, vous avez une marge de sécurité sur la valorisation pour Novo Nordisk. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.